Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les travaux de la réunion de haut niveau du comité F15 de l'Union africaine ont pris fin ce mardi à Rabat au Maroc après 2 jours de débats et de discussions sur la viabilité financière de l'Union africaine et le renforcement de la résilience des économies du continent. La Côte d'Ivoire a lancé son 3e plan de développement quinquennal qui prévoit 59 000 milliards de francs CFA d'investissement sur la période 2021-2025. Le PND 2021-2025 projette une croissance moyenne de 7,65% contre 5,9% enregistrée sur la période 2016-2020. Et puis, retour sur la condamnation de la légende du football algérien Rabah Madjer à 6 mois de prison ferme pour des malversations comptables. Les autres poursuites engagées contre lui pour faux et usage de faux et escroquerie ont été abandonnées. Mais tout d'abord, deuil national de 3 jours entamé ce mardi, 14 juin au Burkina Faso, suite à l'attaque qui a fait au moins 79 morts à Setenga, au nord du pays, selon un bilan provisoire. Dans un communiqué, le gouvernement a précisé que les recherches se poursuivent, la progression de l'armée ralentie par la probabilité de bombes artisanales placées par les terroristes pour miner le site. Selon l'Union européenne qui a condamné l'attaque de Setenga intervenue le 12 juin, le bilan pourrait atteindre une centaine de morts. Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement frappé par les attaques djihadistes. L'attaque de Setenga est la 2e attaque la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis celle de juin 2021 contre le village de Solane où 132 personnes avaient été tuées selon les autorités. Au Mozambique, la situation sécuritaire se dégrade également. Au moins 7 personnes ont été tuées dans de récentes attaques djihadistes dans le nord-est du pays. Ces violences touchent désormais des zones relativement épargnées jusque-là, provoquant de nouveaux déplacements massifs de population. L'ONU et l'ONG Save the Children ont indiqué mardi 14 juin que près de 10 000 personnes ont fui leur foyer au cours de la semaine écoulée. Le pays est en proie à des violences djihadistes depuis qui ont déjà fait près de 4 000 morts et 800 000 déplacés selon l'ONG ACLED. La réunion de haut niveau du comité des 15 ministres des Finances de l'Union africaine a clôturé ses travaux ce mardi 14 juin à Rabat. Les discussions qui ont marqué la réunion du comité F15 ont porté entre autres sur les mécanismes de financement des économies du continent pour trouver des solutions innovantes. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de Séverin Douque. Formuler une vision globale sur la voie à suivre pour apporter des réponses concrètes aux défis du financement de l'Union africaine, c'est le sujet au cœur des travaux de la réunion de haut niveau du comité F15 de l'Union africaine qui se tient ces 13 et 14 juin 2022 à Rabat au Maroc. À l'heure où les États membres font face à des contraintes budgétaires du fait de la crise sanitaire de Covid-19 ou encore le conflit russo-ukrainien, repenser le financement de l'institution devient une absolue nécessité. Rappelons-le, 31% environ du budget de l'institution provient des contributions des États membres. Nous sommes ici pour examiner les questions de financement de l'agenda de l'Union en matière d'intégration, de développement, de durabilité et d'autonomie et comment y parvenir face aux tourments de la guerre, aux défis du conflit du Covid-19 ou du conflit entre la Russie et l'Ukraine et à ces défis qui affectent l'espace physique dans les États membres. Pour la ministre marocaine de l'économie et des finances, Nadia Feta, la mise en place d'un sous-comité rattaché au comité des 15 ministres des finances F15 de l'Union africaine qui servirait de plateforme de réflexion sur les moyens de renforcer la performance du budget de l'organisation panafricaine permettrait d'opérer la transition vers l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. La performance budgétaire de l'Union africaine devrait être érigée comme une priorité de premier ordre en vue d'opérer cette transition tant espérée d'une logique des moyens vers une logique de résultats. En effet, les contraintes de financement qui pèsent aujourd'hui sur le budget de l'Union devraient nous inciter non seulement à rechercher des sources de financement additionnelles, mais surtout à optimiser l'utilisation des ressources disponibles.
Cette rencontre, organisée sous le thème « Au-delà de la pandémie de Covid-19 et du conflit ukrainien, renforcer la résilience des économies africaines et la viabilité financière de l'Union africaine », s'intéresse également à l'après-Covid-19, la crise ukrainienne et le redressement économique du continent. Alors que le Mali vient de quitter la coalition régionale du G5 Sahel, la situation sécuritaire dans le pays reste instable et est particulièrement préoccupante selon El Ghassim Ouane, l'envoyé spécial de l'ONU au Mali. À l'heure où les opérations antiterroristes menées par les forces de défense se multiplient, certaines voix s'élèvent pour appeler au respect des droits humains tout en portant une attention particulière à la situation humanitaire. Gladys Mwamba. La situation humanitaire s'aggrave au Mali. 7,5 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire dans le pays selon l'envoyé spécial de l'ONU. C'est 1,6 million de plus qu'en 2021. Une situation particulièrement préoccupante, notamment dans la zone des 3 frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et dans le centre du Mali, dans un contexte d'insécurité alimenté par les conflits intercommunautaires, les problèmes de gouvernance ou encore les activités des groupes terroristes. Si les défis au Mali sont nombreux et complexes, ils sont loin d'être insurmontables. Au contraire, le peuple malien, comme l'ont démontré les assises nationales de la refondation, nourrit une profonde aspiration à la réforme, à une gouvernance transparente et à la responsabilité. Ces aspirations et les forces qui les animent, y compris la société civile, ont fait preuve d'une grande résilience et méritent le plein soutien de la communauté internationale. Ce lundi 13 juin marquait le départ officiel de l'armée française de la base militaire de Ménaka, dans le nord-est du pays. Avant-dernière étape avant le départ de la force Barkhane du pays, les clés de la base de Ménaka, ouverte depuis 2018, ont été remises aux forces armées maliennes, FAMA. La partie malienne reste donc déterminée à jouer toute sa partition pour le retour de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, en faisant recours à divers leviers politiques, sécuritaires, ceux du développement socio-économique, comme ceux de la justice et de la réconciliation. Cependant, la réalisation de ces chantiers ambitieux requiert une lecture lucide, pragmatique, réaliste et holistique de la situation, mais également la compréhension, votre compréhension, votre accompagnement, votre soutien. La question du renouvellement du mandat de la MINUSMA, mission onusienne de maintien de la paix au Mali, était également au cœur des débats lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU ce 13 juin. Son vote est prévu le 29 juin, à la veille de l'expiration de l'actuel mandat. 59 000 milliards de francs CFA pour assurer la transformation économique de la Côte d'Ivoire. C'est l'imposant montant d'investissement mobilisé par le gouvernement pour concrétiser le plan national de développement 2021-2025 adopté en septembre 2021. Objectif pousser et accompagner l'émergence d'une classe moyenne nombreuse en créant un cadre macroéconomique solide et une inflation maîtrisée. Les différents projets du PND devrait également contribuer à porter la croissance économique du pays à 7,65% en moyenne sur la même période selon les autorités. Philomentine. Le plan national de développement PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire est évalué à 59 000 milliards de francs CFA. Ce programme permettra la mise en œuvre de grands projets dans les secteurs des infrastructures, de la sécurité, du transport, de l'économie numérique, des mines, de l'énergie, des hydrocarbures, de l'industrie, de l'agro-industrie, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, du tourisme et des secteurs sociaux de base. Sa portée est la mise en œuvre d'une transformation socio-économique profonde et durable à travers le pays. Le financement du plan national de développement 2021-2025 est axé sur une stratégie de mobilisation interne et externe des ressources. La transformation structurelle de l'économie ivoirienne doit alors être basée sur des opportunités de diversification générant des emplois et des valeurs ajoutées additionnelles différentes de celles de la structure économique ivoirienne actuelle, si l'on se réfère aux 6 piliers de ce plan national de développement. Selon les autorités ivoiriennes, la promotion du secteur industriel est nécessaire pour bien mener cet ambitieux programme. À cet effet, l'exécutif s'engage à mieux booster la transformation structurelle de l'économie qui s'appuie sur l'industrialisation durant les 2 prochaines années en Côte d'Ivoire.
On voit alors la nécessité de développer et stimuler le secteur privé en vue de son financement. Un secteur privé dynamique est un puissant moteur de création d'emplois et l'un des fondements d'une croissance économique durable, c'est également un vecteur d'innovation et de réduction de pauvreté. À noter que 43 646,4 milliards de francs CFA, soit 74% du PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, doivent être financés par le secteur privé. Par ailleurs, le PND devrait favoriser la création de 4 millions d'emplois à travers le pays. 2021 a été une année fructueuse pour les particuliers fortunés en Afrique, profitant de la hausse des matières premières, de la reprise du tourisme et de la levée des restrictions liées à la Covid-19. Ils sont devenus plus nombreux et plus riches l'an dernier. Selon un rapport sur l'évolution de la richesse dans le monde publié ce mardi 14 juin par la firme de conseil Capgemini, à fin 2021, le continent comptait environ 200 000 particuliers fortunés ayant un patrimoine cumulé de 1800 milliards de dollars. Durant l'année écoulée, le nombre de ces particuliers possédant une fortune estimée à au moins 1 million de dollars a enregistré une évolution de 2,9% par rapport à 2020. Leur richesse cumulée a quant à elle augmenté de 4,7% par rapport à 2020. Rabah Madjer, l'ancien attaquant vedette de l'équipe de football d'Algérie et ancien sélectionneur national, a été condamné à 6 mois de prison ferme dans une affaire l'opposant à l'Agence nationale d'édition et de publicité en Algérie. Il a été condamné par un tribunal d'Alger pour fausse déclaration comptable. Les explications de José Douglas. 6 mois de prison ferme pour Rabah Madjer et une amende de 100 000 dinars dans ce dossier qui l'oppose à l'Agence nationale d'édition et de publicité. Cette affaire avait éclaté en août 2020 avec des déclarations d'un ancien PDG de l'ANEP indiquant que cet organisme détenait le monopole de la publicité publique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien à voir avec cette affaire, ni de près ni de loin, je suis innocent. Rabah Madjer, 63 ans, a été condamné ainsi qu'un co-accusé. Rappelons que début juin 2022, le procureur avait requis 18 mois de prison ferme à l'encontre de l'ancienne star. D'autres poursuites engagées pour faux, usage de faux et escroquerie ont été abandonnées. Les deux co-accusés devront également payer une amende à la partie plaignante. Rabah Madjer, qui possédait 2 journaux, Al-Balaj et Al-Balaj Eriadi, aurait, semble-t-il, continué à encaisser des chèques de publicité publique de l'ANEP 1 an après la fermeture des 2 publications. Le 3 novembre 2019, j'ai quitté officiellement le journal Al-Balag avec des documents officiels de chez le notaire qui prouvent que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Rabah Madjer, connu dans le monde entier pour son but inscrit sur une talonnade lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions avec le FC Porto face au Bayern de Munich, c'était en 1987. Il a également été sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, les Fennecs. L'ancienne star a réfuté les accusations et selon nos informations, il fera appel de sa condamnation par l'intermédiaire de son avocat. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.